tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Et je suis aujourd'hui avec Edouard. Edouard, bonjour. Salut Manu. Et pour donc le 4e déjà épisode du Free Lunch, votre nouveau podcast hebdomadaire, on vous parle un petit peu entre autres d'actualité, ce qui se passe autour de nous en France et à l'international, avec un prisme, toujours notre prisme, on va dire ultra assez néolibéral. Voilà, ultra vilain néolibéral. Et il y a alors ce que nous a vraiment intéressé sur la semaine passée, ça a été de voir un peu les émeutes à Ferguson. Donc juste faire un petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. À Ferguson, donc il y a eu il y a un mois ou deux de cela, un homme s'est fait abattre par un officier de police, et dans des circonstances assez troublantes, donc ce qui a déclenché des émeutes. Et là, la semaine dernière, l'officier de police est passé devant un procureur pour décider si oui ou non il y aurait un procès. Et le procureur a tout simplement dit non, c'est la légitime défense, même pas besoin d'aller faire un procès pour ça. Et donc ce qui a déclenché une nouvelle vague d'émeutes. Et donc c'est un peu, on voulait revenir un peu là-dessus, parce que ça, dans les médias, dans les journaux, ça n'a pas forcément été, en France en tout cas, ça n'a pas été spécialement repris. C'est-à-dire aux États-Unis, c'était quand même quelque chose d'assez important. On parle vraiment de grosses émeutes qu'on n'a pas l'habitude de voir là-bas. Et donc oui, c'était d'un côté c'est assez triste, mais de l'autre côté c'était assez intéressant dans un sens de voir. Alors je sais pas toi là-dessus, mais c'est vrai que moi je trouvais ça révèle, vraiment, voilà, ça révèle vraiment l'état. Ça révèle beaucoup de choses. Voilà, comment est-ce que les États-Unis plongent de plus en plus dans un état policier. Ouais, alors il y a plusieurs aspects à cet événement. On peut prendre sous plusieurs angles. L'état policier, ouais, on peut le prendre sous cet angle-là. Il y avait cela oui. Enfin, c'était surtout le cas en tout cas après la fusillade, après que l'officier de police ait tiré sur le Mike jeune. Brown, oui. Ouais, juste après ça, il y a eu en effet un état policier énorme qui a débarqué dans Ferguson. On a tous vu ces images de policiers avec un équipement militaire surarmé face à eux des manifestants pacifiques qui ne demandaient rien d'autre que de manifester pacifiquement. Et on a pu voir, enfin, c'était vraiment énorme. Même les journalistes qui venaient sur place se faisaient insulter, enfin, on les empêchait de travailler. Les policiers leur piquaient leur équipement, on leur balançait des gaz fumigènes. Il y avait une no-fly zone au-dessus de la ville. Enfin, c'était hallucinant. Oui. Donc il y a effectivement ce prisme-là. Et après, il y a évidemment le plus gros prisme et celui qui est le plus repris dans les médias, c'est le racisme. C'était un jeune noir qui s'est fait abattre par un blanc. Et ça a donc relancé ces émeutes. On dit que c'est des émeutes raciales, et c'est un peu le cas, quoi. Ce qui est très clairement le cas. Enfin, je veux dire, on avait d'un côté des manifestations de noirs, et de l'autre côté, on avait des policiers qui étaient tous blancs et armés jusqu'aux dents. Et ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'était de voir un peu la couleur des policiers à Ferguson. Sont tous blancs. Et quand on interrogeait le maire de Ferguson dans une ville qui était à l'extrême majorité noire, je sais plus, je crois quelque chose comme 60 ou 70, deux tiers de la population de Ferguson. Voilà, c'est une ville noire, hein, et les policiers, et quand on interrogeait le maire là-dessus, comment ça se fait que vos policiers ils soient tous blancs, et le maire disait non, un jour il y a eu un officier noir et il y avait deux latinos. Enfin bon, c'était ce qui était complètement surréaliste d'entendre ce genre de propos. Moi, comme je le vois, cet événement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait, parce que cet abus, enfin, on peut le voir comme un abus, on peut en débattre, mais en tout cas, si on prend ça comme un abus d'un policier blanc qui a battu un noir encore une fois, c'est pas la première fois, en fait. Voilà. Aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène énorme qui est très répandu. Il y a des statistiques qui tournent. Un noir aux États-Unis a 20 fois plus de chances de se faire abattre par un policier qu'un blanc. Il y a toutes les semaines, on a des anecdotes, des faits divers. Il y a encore 2-3 semaines, je me souvenais d'un jeune homme noir qui faisait ses courses dans un supermarché. Il avait dans ses mains un pistolet en plastique et s'est fait abattre. Voilà, et c'était même plus proche. C'était juste avant la décision du procureur, juste avant que le procureur rende sa décision. C'était un enfant de 12 ans qui jouait, alors c'était donc apparemment dans la nuit ou quelque chose qui faisait sombre, et il jouait avec un pistolet à billes ou quelque chose comme ça, et l'officier l'a abattu de sang-froid. Et voilà, et c'est ce qui a
complètement, enfin, ce qui a complètement envenimé la situation à Ferguson, parce qu'ils Ouais. ils attendaient le résultat, ils attendaient ce que le procureur allait dire. Ils ont accueilli assez, de façon, comment dire, ils ont pas vraiment accueilli de façon positive la décision du procureur, donc de ne pas poursuivre l'affaire en justice. Ça a complètement, comment dire, ça a complètement mis le feu aux poudres dans cette ville. Ouais. Après, on pourra argumenter, mais non, c'est pas parce qu'il était noir et l'officier qui était blanc, c'est pas ça, c'est pas le sujet. Mais c'est bien sympa de le dire, mais quand on regarde les statistiques, enfin, c'est vraiment le Et cas. Je veux voilà. dire, il y a pas Oui. de, c'est pas juste un épiphénomène une Non, fois tout de à temps en fait. temps, par-ci par-là. C'est vraiment permanent, c'est systématique, quoi. Et donc, et non, voilà, tout à fait. Et par exemple, sur le sujet de l'incarcération, juste pour rappeler, aux États-Unis, donc environ, si je ne dis pas de bêtises, environ 17% de la population est noire, donc un peu moins de 20%. Mais si on va dans les prisons, 40% de la population carcérale est noire. Comme par Ouais, ouais, hasard. ouais. Bon, c'est un peu ce genre de chiffre, comme tu l'as dit, 20 fois plus de chances de se faire abattre par un policier quand on est noir que quand on est blanc. Mm. Dans une ville, deux tiers, et comment, encore une fois, comment se fait-il que dans une ville où la deux tiers de la population est noire, il n'y ait que un seul flic qui soit noir? Ouais, ouais. Et Il y c'est en un a peu, énormément de voilà, faits comme ça, ce ouais. genre de choses. C'est pas C'est juste des faits divers par-ci par-là, quoi. C'est vraiment c'est une beaucoup plus accumulation de systématique que faits ça, divers, ouais. c'est ça, c'est qu'à un moment Ouais. donné, les faits divers se suivent et se ressemblent tous, et on se retrouve. Et il y a aussi, comment dire, donc ce qui était intéressant justement, c'est qu'il y en a qui se sont amusés un peu à regarder, enfin, on a vu plein de chiffres et plein d'affaires similaires, et notamment quelqu'un qui disait que, en fait, le, le fait que le procureur ait décidé de ne pas poursuivre, euh, au regard de historiquement, d'un point de vue historique, c'est pas surprenant parce que les officiers de police, donc spécifiquement les officiers de police, ne sont jamais poursuivis dans les cas de légitime défense. Donc Ouais, je pense et ça qu'il c'est faut une vraiment, statistique, ouais, voilà, oui c'est une voilà, ça statistique n'arrive jamais. intéressante. C'est-à-dire que quand on compare des civils aux États-Unis, Mm. évidemment il y a le port d'armes, donc les civils utilisent très régulièrement, très souvent leurs armes pour se défendre. Mm. Quand on compare les prosécutions de civils, quand ils utilisent une arme pour se défendre, les civils ont beaucoup plus de chances de se prendre des sanctions, des condamnations, qu'un même policier qui fait exactement la même chose, il se défend avec son arme. Il y a presque de l'impunité la plus totale, quoi. Et un policier a bien moins de chances de se prendre des condamnations quand il se défend avec une arme que quand un civil le fait. Il y a deux poids deux mesures, quoi. Et mais ce que je voulais, là où je voulais en venir, ça va encore plus loin que ça, parce que donc l'officier Darren Wilson n'a même pas été poursuivi en justice. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Le procureur a décidé, il a écouté donc la déclaration de Darren Wilson et il a dit il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura pas de procès. C'était de la légitime défense. Fin de l'histoire. Sans aller, c'est-à-dire que voilà, Darren Wilson a abattu Michael Brown de 12 balles. Enfin, 12 balles. Bon, je sais pas, je sais pas combien il y en a dans un chargeur, mais enfin, 12 balles, ça sort pas quand même tout seul. Et il n'y a même pas de procès. Et c'est ça qui est Alors, vraiment, c'est-à-dire que toi tu dis ouais, effectivement un policier va être moins condamné. Non, c'est même pire que ça. C'est pas juste que Darren Wilson ne va pas être condamné, c'est qu'il ne va même pas être poursuivi en justice. Il ne ouais. va pas s'asseoir devant un juge et elle va devoir il ne devra pas s'expliquer. Il n'y aura pas les preuves et les expertises et les contre-expertises et il n'y aura pas de procès. Fin de l'histoire. Et c'est ce que disait un journaliste, c'est que en fait les officiers de police ne se retrouvent jamais devant la justice dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire que même les comment dire de façon assez spécifique, et c'est ça qui est complètement surréaliste, c'est que après on peut argumenter et on peut dire que peut-être qu'il avait raison, peut-être ou peut-être, enfin moi personnellement ça me paraît quand même assez difficile à tenir comme argument, mais bon, admettons, ça pourrait se défendre comme idée, mais dans ce cas-là qu'il aille devant un juge, et ce qui n'était Ouais, absolument pas le cas. c'est ce qu'on disait pendant la Voilà. préparation du podcast. Moi, la question de savoir est-ce que le policier a effectivement agi en état de légitime défense ou non, c'est une question séparée. Moi, je suis plutôt réservé là-dessus. Il y a des Mm. preuves qui poussent d'un côté et des preuves qui poussent de l'autre. Je suis moins Mais comme laissons un beaucoup juge de personnes. décider. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là, non, de manière presque hystérique, non, c'était un blanc qui a battu un noir, c'est forcément, il a agressé, etc., c'est hallucinant. Ouais, je suis plus réservé là-dessus. Dans les faits, et ça mériterait en tout cas un vrai procès, une vraie enquête, en longueur. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi, ça fait même pas 2 mois, Oui, mais que l'affaire voilà. a eu lieu. Et Et déjà on décide, mm. enfin, je trouve ça dingue. Mais Donc ça aurait, on et comme je décide te qu'il rejoins, n'y aura ça pas aurait de procès. mérité. C'est ça qui est Ouais. vraiment, c'est qu'il n'est Ça, pas innocent ou coupable, c'est il n'est pas poursuivi.
Ouais, ça aurait mérité vraiment une Voilà. réelle investigation, quoi. C'est pas rien, un homme est mort, quoi. Et Et là, en un mois et demi, non, affaire close, c'est terminé, on n'en parle plus. Et enfin, il y a pas eu que ça, je veux dire, même la manière de l'annoncer, le chef de la police, quand il l'annonçait, c'était de manière tellement arrogante. Enfin, comme tu le disais, c'était hallucinant de A à Z la manière dont ça a été traité. La légitime défense ou non, c'est un sujet annexe, mais la manière dont ça a été traité mm, après coup, de A à Z, c'était hallucinant. Et du coup, enfin, quand on voit après les émeutes après, bah, on peut pas vraiment s'en étonner. Il y avait déjà des foules énormes, enfin, à l'annonce du fait que le mec allait annoncer les résultats, devant oui. que le chef de police allait annoncer les résultats, des masses de personnes dans la ville se sont réunies devant le poste de police. On savait ce qui allait se passer, quoi. Et le mec en a rajouté une couche dans son annonce. C'est d'une arrogance enfin, c'était vraiment insultant la manière dont il l'a dit. Et, bah, résultat, bah ouais, enfin, les Et ça grosses allait, émeutes, voilà. Ah oui, et puis c'était, et il y avait aussi donc le procureur. Il y a des gens qui ont un peu déterré comment dire, son historique. Et c'est quelqu'un qui alors je sais plus si c'était un frère ou un fils, mais quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très proche dans un crime pareil avec une très forte connotation raciale. Donc là encore, enfin là aussi c'est quelque chose qui a été mis en avant dans les médias en disant non mais attendez. Vous demandez, enfin c'est comme demander, je sais pas moi, à une ancienne victime de juger quelqu'un pour un meurtre. Bah oui, enfin ouais. il y avait pas de surprise à avoir. Il y a aucune surprise quand on regarde le résultat, aussi triste qu'il puisse être. Il n'y a pas vraiment de surprise dans cette affaire. Je pense que c'est ça qui est vraiment le pire, c'est que Ouais. on entend ça, on trouve ça déplorable, c'est un pas de plus en termes d'état policier, mais concrètement on se dit ouais c'est pas surprenant. Et moi, c'est ça que je trouve le pire dans cette affaire, c'est que on n'est pas surpris. Enfin, Ouais. pour des gens comme toi et moi, on suit ce genre d'affaires, on suit un peu ce qui se passe aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est même plus surprenant. Ouais. Il y a un autre aspect Mm, intéressant à tout ce qui s'est passé à Ferguson. Donc, suite aux émeutes, bah, il y a eu des énormes destructions de propriétés. C'était vraiment le chaos, quoi. mm, Vraiment le chaos. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que évidemment, ils s'attendaient à ça. Comme je le disais, ils savaient très bien ce qui allait se passer après l'annonce. mm, Donc, mm. il y avait, je sais plus, il y avait la police de l'État, je crois. Je sais plus si c'est la garde nationale ou en tout cas plus que la police locale. Il y a la police locale plus des aides venues de l'extérieur qui étaient prêtes à agir, sauf que ils sont restés juste à l'annonce des résultats, ils sont restés aux bordures de la ville pour protéger le poste de police. Donc les policiers et les gardes nationaux ont défendu le poste de police et sinon sont restés aux abords de la ville sans aucunement s'intéresser à toutes les personnes qui allaient détruire des magasins. Enfin, c'était vraiment le chaos. Donc là, enfin, c'était assez flagrant. Juste, autant la dernière fois, il y avait de la police partout, ils menaçaient les Oui. gens avec leurs armes. C'était d'un extrême. Là, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout intervenu, sauf pour protéger Mm. le poste de police. Donc il y a vraiment eu, Mais l'État oui, a été voilà. porté par défaut, quoi. Et du coup, c'est vrai que, enfin, il y en a qui critiquaient en disant, mais regardez un peu ce qui se passe au niveau des émeutes, mais là encore, enfin, quand on a comment dire, quand on a un État qui démissionne sur la protection, c'est-à-dire que bah, les flics, enfin, du point de vue de la population, les flics ils sont pas là pour protéger, ils sont là pour leur vider un chargeur dans le dos. Quand on a un Ouais. Et système après, ils se judiciaire, protègent eux-mêmes. voilà, quand on a un système judiciaire qui derrière ne leur assure, bah, ne remplit absolument pas son boulot et ne fait, enfin, c'est de l'injustice la plus totale qu'il n'y ait pas de procès. Quand en plus derrière on a aucune, comment dire, comme tu le dis, hein, la protection se limite à vérifier que personne va voler la photocopieuse du poste de police. Euh, Mm, mm. Comment est-ce qu'on peut être surpris qu'après il y a des émeutes et comment est-ce qu'après on peut être surpris qu'il y a de la casse et il y en a qui en profitent pour aller voler des magasins et compagnie. C'est vrai que Mm, bah mm. euh, quand l'État démissionne sur tous les rôles où il dit ouais c'est moi laissez-moi faire je vais m'en occuper, bah oui, mais il le fait pas. Bon bah Et après, moi, c'est un mm, sujet qui me tient à cœur, tu le sais bien, mm, c'est le mm, droit au port d'armes. On peut voir ce prisme-là aussi dans ces événements. Qu'est-ce qui s'est passé donc suite à l'annonce et suite au début des émeutes? Il y a un groupe d'Américains qui s'appelle les Oath Keepers. mm. Pour simplifier, c'est un groupe d'extrême droite, mais l'extrême droite à l'américaine, donc très anti-État, mais en même temps très conservateur et donc très pour le port d'armes. Ils sont farouchement pro deuxième amendement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait suite au début des émeutes? Ils ont lancé un appel à
volontaires pour venir défendre autant qu'ils peuvent, ramener des armes, venez avec des volontaires, on va défendre ces business que la police a abandonnés aux émeutes. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réuni je crois une vingtaine ou trentaine de personnes sont venues avec leurs armes dans la ville pour se poster sur les toits de certains business dans la ville pour les protéger avec leurs armes pour menacer toute personne qui voudrait détruire ses propriétés. Et les business qui ont été protégés effectivement par ces personnes-là ont été protégés effectivement. C'est-à-dire que moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Les armes c'est mal, les armes ça tue, etc. Pas non, pas dans tous les cas. Et les armes dans des mains civiles responsables d'honnêtes gens, bah ça peut faire beaucoup de bien. Et là en l'occurrence c'était vraiment le cas. Les business et notamment il y avait une station essence qui a été défendue non pas là pour le coup par des housekeepers mais par des membres de la ville, des personnes de qualité à Ferguson, des noirs qui sont venus défendre cette station de service parce qu'ils avaient un pote qui y travaillait, qui les avait employés par le passé. Et j'ai vu un reportage là-dessus. Ils disaient oui on va venir t'aider parce qu'il nous a beaucoup aidé par le passé. Ils sont venus avec leur AR-15 et leurs armes de poing, ils ont défendu ce business. Et l'aspect encore plus intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu à tirer une seule balle. Le groupe qui était venu, même les personnes qui ont défendu les armes, n'ont pas eu à tirer une seule balle pour défendre ces business. La dissuasion a été suffisante. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé à ce niveau-là. L'État s'est retiré de son rôle qu'il devrait avoir, qu'il est supposé avoir, et les citoyens ont pris cette place-là, ont défendu ces business avec succès sans causer zéro violence. Ça montre le bénéfice du port d'armes, ça montre l'incompétence de l'État même au niveau de la sécurité. Et les réactions a été surprenantes face à ça, ces groupes qui sont venus défendre ces business-là. Il y a la police locale qui évidemment a dit non, c'est complètement irresponsable, c'est complètement illégaux. Ces groupes prennent la loi entre leurs mains, toutes ces bêtises qu'on entend très régulièrement. L'État laisse la concurrence quoi. Ils se défaussent, ils viennent pas protéger, et quand les citoyens viennent protéger pour eux-mêmes comme ils peuvent, ah non c'est pas bien, faut pas, c'est illégal, c'est irresponsable. Enfin l'hypocrisie la plus totale. Et moi, je vais juste prendre un prisme un peu différent sur la question des armes. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était plus avant, donc les premières émeutes, où on voyait en fait, là, on va dire plus le côté malsain des armes, mais dans les mains de la police. C'est-à-dire que quand on avait, voilà, on s'était retrouvé durant les premières émeutes avec des policiers qui étaient mais c'était du matériel de guerre, hein. Ils étaient avec des casques, camouflage, tenue de camouflage, bon, on sait pas trop dans quoi ils voulaient se cacher, avec des snipers, voilà, des snipers sur les toits, des fusils mitrailleurs, et à pointer les armes partout sur la foule, et c'était quand même, c'était édifiant, même là pour le coup. C'était une utilisation, ouais. Et mais là pour le coup je te rejoins. Oui, voilà, oui, mais c'est du coup, il y a une utilisation, ouais. Oui. Les mais armes, c'est une utilisation qui est responsable du coup. C'est des objets neutres et ils peuvent utiliser pour faire le bien comme pour le mal. Et moi, ces gens-là qui ont fait ça à Ferguson, je les trouve super. Et à l'inverse, effectivement, la réaction de la police juste après la fusillade, c'était juste hallucinant. Enfin, ils pointaient les gens, ils avaient leurs doigts sur la détente constamment. C'était terrible. Et donc, encore une fois, on dit que la police doit avoir le monopole sur les armes. Bah, c'est eux qui l'utilisent de manière la plus irresponsable. Et au contraire, les civils l'utilisent de manière beaucoup plus responsable et beaucoup plus saine. Voilà, moi j'en tire des conclusions. Ouais, et c'est ça qui était, enfin moi ce que je trouvais assez intéressant, c'était par exemple quand ils en parlaient suite aux premières émeutes, où tu avais des officiers militaires qui venaient sur les plateaux et qui disaient non mais les gars, à l'armée, on vous apprend à pas faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ouais. Dans les premiers entraînements. Les quatre règles de sécurité les plus basiques. Ne pas pointer quelqu'un à moins qu'on veuille le détruire. Oui. Ne pas mettre son doigt sur la détente à moins qu'on veuille tirer. Toutes les règles, je veux dire, il n'en respectait aucune. Voilà. C'était une initiation complètement irresponsable. Et là, du coup, voilà, là, c'est vrai que là, c'est intéressant entre guillemets, puisqu'on voit justement comment est-ce que les armes dans de mauvaises mains, dans les mains de personnes qui ne sont pas entraînées, qui sont mal intentionnées, qu'est-ce que ça peut donner? Bah, ça peut donner... qui sont pas tenus pour responsables. Et qui n'ont, voilà, et quelqu'un comme Darren Wilson, qui peut tirer 12 balles et ne pas avoir de procès. On peut avoir les débats qu'on veut. On peut avoir les débats qu'on veut sur le port d'armes, mais je pense que personne n'ira dire que c'est une situation souhaitable. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait dire sur Ferguson. Je pense que c'est un sujet, il y a encore beaucoup de choses à dire, et je serais pas surpris qu'on revienne, qu'on en reparle dans les semaines à venir, parce que c'est vraiment intéressant, les questions, des questions très imbriquées entre racisme, état policier, etc. Et je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard. On voulait cependant, sur la page, on va dire un peu détente, entre guillemets, parler de ce qui se passe au Front National.
C'est depuis quelques semaines. C'est assez rigolo pour être très honnête. Donc deux faits. C'est petit 1, le Front National, vous le savez peut-être déjà, est un parti qui gère assez mal, comment dire, ses finances et qui avait besoin de se refinancer. Donc il cherchait à faire un prêt et aucune banque ne voulait prêter au Front National. Euh, bon, probablement parce qu'ils avaient des mauvaises idées et parce qu'ils étaient de très mauvais gestionnaires. Et fait assez drôle, ils ont réussi à trouver une banque qui a bien voulu leur prêter de l'argent, mais c'était une banque russe. Et ça a donné une situation très cocasse où on avait un des représentants de la banque russe qui disait que le Front National défendait des idées avec lesquelles les Russes étaient en accord, etc. C'était vraiment très drôle. Et donc le dernier fait en date, c'était donc cette semaine, la semaine dernière, pardon, il y a eu donc à peu près en même temps que l'élection des primaires, où il y a les primaires à l'UMP, il y avait aussi une élection en interne au niveau du Front National, et Marine Le Pen a été élue avec 100% des voix parce que c'était la seule candidate. Et moi personnellement, ça m'a fait beaucoup rire, donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu bon, c'est vrai que c'est pas très drôle de voir la progression du Front National. C'est tragicomique, quoi. Mais voilà, c'est tragicomique, c'est drôle parce que là, moi je pense que la meilleure réaction que j'ai vue sur Twitter là-dessus, c'était, alors je me souviens plus qui, mais qui a dit que quand j'étais jeune, c'était les communistes qui étaient financés par le Front National. Donc voilà, personnellement, ça m'a fait beaucoup rire et je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est vrai que c'était assez drôle, quoi. On a déjà parlé, Oui. on pourrait revenir dessus rapidement, sur l'extrême ressemblance entre l'extrême droite et l'extrême gauche français dans leurs programmes, dans leurs idées, mais là ça va même au-delà de ça. Là, sur la forme. L'extrême Maintenant. ressemblance sur la forme, dans les méthodes, je veux dire, dans la manière de gérer son parti, dans la manière d'avoir du financement, même à ce niveau-là ils se ressemblent, c'est assez comique. Non mais voilà, c'est le parti communiste de droite, le Front National. Non mais C'est un peu ça, c'est ouais. très drôle. Et c'est sur la forme, voilà, on a l'impression un peu d'être revenu dans les années 70 où on a le parti, on a un joli parti extrémiste français qui se fait financer par Moscou, euh, avec des élections très soviétiques en interne. Moi, voilà, ça me faisait rire. Ça confirme ce qu'on a dit sur les similitudes qu'il peut y avoir entre le Front National et l'extrême gauche. Et ce qui est d'ailleurs assez inquiétant sur certains égards, parce qu'on a de plus en plus, ça rejoint un peu ce qu'on a pu voir au cours des derniers mois, où on a et de façon très sérieuse, ça inquiète des syndicats ou des groupes, comment dire, des groupes historiques politiques très axés à gauche, qui voient partir des cadres et des personnes assez importantes pour le Front National, où au final ils sont en train de dire. Ouais, et des électeurs aussi beaucoup. Voilà, et des électeurs beaucoup, mais sur les électeurs on le voyait, mais là ce qui fait encore plus tâche, Ouais. c'est qu'on voit des personnalités de l'univers syndical, etc. Et donc ça fait très tâche de voir ce genre Ça de commence choses. à faire tâche. Ça Ça commence commence vraiment à à se faire voir tâche. en fait. Ça commence à se voir, et Ouais. voilà, et c'était intéressant d'entendre ces personnes dire le Parti socialiste ne représente plus les intérêts ouvriers, l'extrême gauche elle est enfermée dans ses querelles internes. Alors il y a le PCF, il y a Lutte ouvrière, il y a le Front de gauche, j'en oublie très certainement et je m'excuse auprès de ceux d'extrême gauche qui m'écoutent, mais si donc on a ces gens qui votent maintenant Front National et qui en plus peuvent assouvir leur petit côté raciste anti-immigré. Donc C'est tout le merveilleux. monde est content, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La politique française, c'est une Voilà. pure merveille. Et J'adore. pour l'anecdote, juste rappeler que Georges Marchais a tenu des propos très durs en son temps sur les immigrés. Donc Tout à fait. c'est Et pas une aujourd'hui, coïncidence. ça ne manque pas, même une certaine gauche n'hésite pas à hurler. Enfin, on assume, on suppose très souvent que la gauche est forcément défend les immigrés, etc. Mais une certaine frange de l'extrême gauche, officiellement et même dans leurs discours, sont beaucoup plus mitigés. Et même à l'inverse, ont tous ces mêmes discours. Non, les travailleurs étrangers ne servent le capital. C'est pour les patrons qui veulent instituer la concurrence entre les immigrés. Donc, on a même un discours très farouchement anti-immigré. C'est Qui est pas très, l'apanage de la droite. voilà. Hein. Ouais. Ah oui, non, Ouais, qui n'est ouais. absolument pas là-dessus l'exclusivité de la droite. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la semaine qui m'a fait rire et qui Assez fait. révélatrice, ouais. Ah oui, oui, c'était. Moi, j'adore. C'est vrai que quand j'entends parler du Front National, je sors le popcorn. Ça me fait toujours beaucoup rire, personnellement.
Et on voulait finir par une petite question. Donc là, alors je sais pas si c'est la même personne, mais j'ai reçu une bonne petite liste de questions. Et donc on a passé vite fait un peu avec Edouard. Il y en a une qui nous a accroché, enfin qui a attiré notre attention. Donc je vous la lis. Les objectifs socialistes sont-ils incompatibles avec les moyens libéraux? Ce Fin à de. quoi, moi, j'ai tendance à beaucoup répondre non. Et même bien au contraire. Oui. Je le dis assez régulièrement, les objectifs socialistes sont même au contraire bien mieux remplis par le libéralisme que par tout autre moyen. Je veux dire, l'État ne promeut en aucun cas la justice sociale, l'égalité, l'aide aux pauvres. Je veux dire, aucun de ces objectifs-là, l'écologie même, peu importe le sujet Ouais. qu'on aborde, aucun des objectifs socialistes n'est accompli par ce culte à l'État que qu'ont la gauche mainstream. Bah Et à alors, faudrait, l'inverse, voilà, je pense qu'il faudrait déjà commencer juste par définir par rapport au terme. C'est-à-dire que bon, quand on dit objectif socialiste, ouais, je mets volontairement de côté l'idée un peu simpliste de dire on va faire grossir l'État. C'est ça, de toute oui, évidence, quelqu'un qui se dit un tant soit peu libéral n'est pas dans l'idée de faire grossir l'État. Maintenant, si on regarde de façon très concrète, comme tu le dis, par exemple, quand on parle des inégalités, c'est quand même assez frappant de voir que les têtes les plus riches dans les pays occidentaux, enfin pas que dans les pays occidentaux, je pense de façon assez globale, les têtes les plus riches, ce sont tous des gens qui sont, comment dire, plus ou moins de mèche avec des conglomérats industriels ou je ne sais quoi, qui mm, mm. profitent plus ou moins directement de réglementations avantageuses, de subventions, etc. Enfin, ils sont tous à la tête de grands groupes industriels qui profitent bien des différentes réglementations. Je pense que c'est très très criant aux États-Unis notamment. Ouais, ouais, ouais. Juste Mais voilà, ça c'est sur la ça question, rien l'est que sur la aussi en question France. des Ouais. inégalités, bah les plus riches, voilà quoi. L'État ne promeut en aucun Oui. cas l'égalité. Au contraire, il renforce les inégalités par ses interventions, par son copinage avec une certaine élite, par ses avantages hors droit. Enfin, l'État c'est une Bah institution hors voilà. droit. Même ce fait même là, je veux dire, l'État c'est une institution hors droit. Il y a une profonde inégalité entre ce qu'un agent de l'État et un civil peut faire. Et au-delà de ça, au niveau des conséquences J'allais y économiques, venir. t'en parlais. Mm. Entre le copinage, tout ça. Enfin, au contraire, l'État favorise bien plus qu'il n'empêche les inégalités. Officiellement, il y a l'impôt sur le revenu, toutes ces petites choses qui sont supposées adoucir les inégalités. Concrètement, c'est tout l'inverse. Bah, oui, qui ne le sont même pas. Mais comme tu dis, il y a aussi le fait que, comment dire, ce qu'on observe un peu plus particulièrement en France, c'est qu'en France, on a le big government et on a derrière toute la batterie de régimes spéciaux qui suivent. Et ça, Mhm. je pense pas que le concept même de régime spécial quelqu'un dans un esprit de gauche, ce soit, enfin, on est aujourd'hui dans une économie, on a des castes. Ouais. Et ce qui est, On a la caste des ouais, ouais. fonctionnaires, on a la caste, enfin, c'est quand même, La case des taxis, la case des pharmaciens, voilà, la case des notaires. Et et, ce qui est très surprenant, c'est que la gauche actuelle les défend. et C'est défend quand tous même, ces régimes spéciaux. alors que c'est purement des choses qui créent l'inégalité profonde Alors que entre voilà, les citoyens et ces castes avec des privilèges. quelqu'un qui défend l'égalité, la première des égalités, c'est quand même l'égalité devant la loi. Et en France, on sait bien qu'elle est tout sauf respectée. Je veux Voilà. dire, c'est la loi française, c'est un amoncellement de d'exceptions et de privilèges de l'égalité devant la loi. Je veux dire, Mm. l'État crée un système, enfin c'est l'égalité pure. Je veux dire, tant au niveau de ses conséquences économiques que dans le droit, tous ces passe-droits, ces privilèges, ces exceptions. De tellement de manières différentes, l'État promeut l'inégalité. Oui. Donc, à l'inverse, les moyens libéraux serviraient beaucoup mieux les objectifs socialistes, je pense, ouais, par rapport à la question de départ. Et oui, et si tu peux juste me permettre d'insister sur un point, je pense que, enfin, quand on parle de libéralisme, on a en tête l'idée de liberté individuelle, et c'est vrai que c'est vraiment l'espèce comment dire, d'élément central dans la Ouais, pensée libérale. Mais je pense qu'on tous plus ou moins, on oublie un on peu de parler, sous-estime, ouais, ouais. par rapport à comment dire, l'égalité devant la loi, c'est quelque chose qui est extrêmement cher aux libéraux. Et tous les grands penseurs libéraux, quand on les lit, ce sont des gens qui critiquent ouvertement les régimes spéciaux, les passe-droits, etc. Et j'essaye moi toujours, quand on parle libéralisme haute, d'insister sur le fait que l'égalité de droit, que chacun a le même droit que son voisin, ni plus ni moins, c'est quelque chose qui est central dans la pensée libérale. On est libre, mais voilà, comment dire, si on me dit ouais, on va créer une niche fiscale sur ça, bah tu devrais être content, t'es libéral, ça va baisser les impôts. Bah non,
non, moi je suis pas d'accord, j'aime pas ça. Mais je pense que vraiment ce qui est important, c'est comment dire, l'égalité devant la loi. Après, est-ce qu'on va quand je dis il faut baisser les impôts, je dis pas faut créer des niches fiscales. Je dis non, faut baisser les impôts, faut avoir un régime où on est tous sous le même régime. Il n'y a pas le régime fiscal des boulangers, le régime fiscal des notaires, le régime fiscal des ouvriers. C'est le même régime fiscal pour tout le monde. Et si on le baisse pour tout le monde, mais on commence pas à dire on va faire des niches fiscales, etc. Je pense que ça, c'est vraiment voilà, l'égalité devant la loi, c'est quelque chose sur lequel nous libéraux, on n'a peut-être pas forcément le réflexe d'insister là-dessus, mais on devrait plus. C'est vrai que et c'est pas moi qui l'invente, hein, vraiment, quand on lit les écrits libéraux, c'est quelque chose qui est très important quand même. Je te rejoins à 100%, et il faut pas oublier non plus que on dit souvent, oui, vous les libéraux, vous n'en avez rien à foutre des inégalités. Aujourd'hui, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, et vous n'en avez rien à foutre. Bah non, pas entièrement. Quand dans des pays comme la France, ou la plupart des pays développés aujourd'hui, où l'État s'entremêle, couche avec le big business, où le big business n'est devenu big et ne s'est enrichi que grâce à des privilèges, des subventions, des lois qui les avantageaient, bah non, nous on dénonce ces inégalités-là. Et on est même peut-être les premiers à les dénoncer. Je veux dire, on voit rarement la gauche dénoncer ces privilèges, les subventions, les réglementations qui avantagent la propriété intellectuelle. Vaste sujet, mais là encore, ça favorise les grosses entreprises face aux petites. Voilà, et il faut insister sur un truc, les subventions, quand on parle de subventions et compagnie, hein, on est bien d'accord, on parle pour nos auditeurs, on parle de subventions qui vont dans la poche d'entreprises, et après c'est détourné, on n'est pas en train de parler, la question de la sécurité sociale, c'est une autre question à côté. Mais là, on parle vraiment de choses qui sont, comment dire, je pense, sur lesquelles tout le monde pourrait tomber d'accord pour dire que c'est problématique. Tout à fait. Et donc, en fin de compte, on rejoint la question. Les objectifs socialistes sont compatibles, sont absolument compatibles avec les moyens libéraux. Et je vais juste donner un dernier exemple. Si on regarde, et ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est quand on regarde, par exemple, les pays du Nord, quand on regarde Danemark, Suède, Norvège, ces pays-là, ce sont des pays on n'arrête pas de nous parler, je sais pas moi, du modèle nordique. Le modèle nordique, c'est quoi? C'est une économie très libérale. C'est-à-dire que quand on regarde, effectivement, ils ont une forte dépense publique, mais c'est quoi? C'est de la redistribution. Il va y avoir 2-3 gros postes qui vont être nationalisés, mais après, ce qui est de l'économie privée, est avec tout ce qu'on pourrait tout ce qu'on pourrait défendre sur cet aspect-là, c'est-à-dire que l'État dans l'économie privée n'intervient pratiquement pas, les règles sont respectées, les droits de propriété, etc. sont respectés, il y a très peu la régulation elle est simple et elle s'applique à tout le monde de la même façon, il n'y a pas autant de passe-droit que ce que nous on a, donc même d'un point de vue, j'ai envie de dire un peu social-démocrate entre guillemets, si quelqu'un aujourd'hui du PS devait s'inspirer d'un modèle, moi je dirais regardez le modèle nordique, c'est un modèle qui laisse fleurir l'économie libérale et qui après dit on va redistribuer les fruits parce que quand même qu'on fasse quelque chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des gens qui ont compris que le modèle qui produit le plus de richesse, c'est l'économie libérale. Et que de toute façon, et sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà dit, on peut pas redistribuer s'il n'y a pas de création en amont. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a dit, écoutez les gars, c'est pas juste, donc faut qu'on mette des bâtons dans les roues de l'économie. Aujourd'hui, l'économie, elle crée plus de richesse à redistribuer. Et ça, je pense que c'est un exemple qui est très intéressant. Et sur les pays du Nord ne sont absolument pas des pays socialistes. Hein. On avait déjà parlé de. Chaque année, dans le classement. Dans les classements des pays libéraux, ils sont très très hauts. Les meilleures positions. Voilà, et c'est des pays où ils disent, écoute, on te fait payer beaucoup de taxes, mais à partir du moment où tu as payé tes impôts, on te fout la paix. Ouais. Et c'est ça qui est, moi que je trouve qui est assez intéressant à observer, parce que quand on en parle avec des personnes, surtout avec des personnes à gauche, et qui disent le modèle nordique, moi je leur réponds chiche. Mais oui, 100%. Chiche. Allez, on y va. Ah mais chiche. Grave. Et souvent, bizarrement, ils sont plus très pour. Là, c'est un peu, ça refroidit tout de suite. Ouais. Donc c'était notre 4e épisode pour notre podcast Free Lunch. Juste un grand merci à tous nos éditeurs de nous suivre fidèlement. Un grand merci à toi Edouard. Merci à toi Manu. Et comme d'habitude, donc vous pouvez nous retrouver sur lefrenchlibertarien.fr. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir tous les jeudis, sauf quand je suis un peu en retard, désolé pour la semaine dernière, pour recevoir tous les jeudis votre nouveau podcast. Et vous pouvez aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur ask.fm, le lien est dans la description. Merci à tous et au revoir. Merci, salut.